Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle. J'interviens également en tant que consultante et formatrice en soft skills, en compétences psychosociales, en prévention des risques psychosociaux et j'exerce au cabinet médical de Marly. Aujourd'hui, je vais vous parler du schéma de droit exagéré de grandeur. Comme d'habitude, je vais vous présenter le schéma, vous en faire la description. On verra les besoins qui n'ont pas été nourris pendant l'enfance. On verra les origines familiales, les comportements qui alimentent le schéma, les schémas qui coexistent, le questionnaire et enfin la thérapie. Alors, ce schéma, c'est un schéma qu'on ne va pas retrouver habituellement dans les cabinets. Parce que forcément, dans ce schéma de droit exagéré ou de grandeur, on se perçoit tellement au-dessus des autres qu'on n'a pas l'impression d'avoir un problème. Ce sont des personnes qui ont un ego énorme. On retrouve, alors dans la caricature, on retrouve beaucoup de personnalités narcissiques, si forcément il y a d'autres schémas qui sont associés. Mais voilà, quand on a une personnalité narcissique, on va forcément retrouver ce schéma-là. On ne les retrouve pas beaucoup dans les cabinets parce que eux ne souffrent pas. Par contre, ils font souffrir énormément leur entourage à cause de leur caprice d'enfant, puisqu'on verra que le schéma de droit exagéré et de grandeur est un schéma qui nous donne l'impression d'avoir en face de nous un enfant capricieux qui va trépigner, qui va pleurer, qui va taper du poing pour avoir ce qu'il veut. Alors, ce schéma, donc qu'on appelle de droit exagéré ou de grandeur, c'est donc la croyance, la conviction que nous sommes supérieurs aux autres, estimant que tout nous est dû par le fait de droits spéciaux ou de privilèges. On a vraiment l'impression qu'on est au-dessus des autres, au-dessus des lois, et que si effectivement il y a des règles pour les autres, nous en tout cas, on peut peut-être outrepasser ces règles. Ce sont des personnes qui estiment qu'elles doivent pouvoir faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent, avec qui elles veulent, mais dans l'objectif de pouvoir assouvir à certains pouvoirs et d'obtenir ce qu'elles veulent sans considérer les autres. Et elles ont une tendance tyrannique à contrôler les autres à leur avantage et à imposer leurs opinions ou leurs convictions. Ce sont des personnes qu'on peut retrouver dominatrices, exigeantes, qui manquent d'empathie, puisqu'en fait elles vont vraiment par la force imposer leurs besoins au détriment des besoins des autres. Et d'ailleurs, elles ne sont pas à l'écoute du tout des besoins ou des sentiments ou des opinions des autres. Donc elles manquent d'empathie pour les besoins et les sentiments des autres, sans réciprocité dans la relation. Elles ont besoin de supériorité. Donc c'est des personnes qui vont aussi rechercher le succès, la célébrité, l'argent, dans le but d'obtenir du pouvoir. C'est là où il ne faut pas confondre justement avec un autre schéma qui s'appelle le schéma d'approbation ou de recherche de reconnaissance, où là on va aussi être en quête de succès, de célébrité et d'argent pour avoir de la reconnaissance des autres et pour avoir de l'approbation. Ici dans ce schéma, on est vraiment en quête de succès, de célébrité et d'argent, mais dans le but d'obtenir le pouvoir et d'écraser les autres. C'est quelqu'un qui s'impose par la force, donc on peut avoir une personnalité narcissique si c'est avéré. C'est un schéma qui est soit primaire, soit secondaire, et si effectivement il est secondaire, il va nous permettre de nourrir un autre schéma ou d'éviter un autre schéma. Par exemple, si je me montre supérieur aux autres, on verra que j'ai de la valeur, et dans ce cas-là, je viens effectivement entretenir mon schéma d'imperfection. En tout cas, on ne verra pas que je suis imparfait. Si je me montre comme quelqu'un d'important, je pourrais être aimé. Donc là, il peut y avoir le manque affectif. Si je contrôle les autres, je limite les risques d'abandon. Donc là, il peut y avoir le schéma d'abandon qui est associé à la stratégie. Et donc là, on est bien sur une stratégie, c'est-à-dire que le schéma est utilisé comme une stratégie pour éviter un autre schéma, en tout cas ne pas nourrir un autre schéma ou au contraire nourrir un autre schéma. Les besoins, ce sont des enfants qui n'ont pas eu de limites dans leur enfance et qui n'ont pas pu apprendre à se contrôler. Ce sont donc des familles ou un des parents qui pouvaient soit manquer d'indulgence, soit au contraire l'enfant a vu un parent qui se montrait supérieur aux autres et qui n'arrivait pas à se contrôler, qui manquait tant tellement de responsabilité envers les autres.
Donc l'enfant n'a pas été éduqué à respecter les limites et les besoins de l'autre. Très rarement ou plus rarement, ça peut être complètement l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a un manque de vigilance. Donc soit on est vraiment dans des familles qui ont élevé leurs enfants comme des enfants rois, d'accord, donc avec un manque total de discipline et de règles, soit l'enfant a vu un parent qui se comportait comme un parent roi, en toute supériorité, et donc il a modélisé, hein, soit on est dans des familles plutôt où il y a des manques de vigilance. Comme d'habitude, les 3 comportements sont la reproduction du schéma, la soumission du schéma ou l'évitement du schéma ou la compensation du schéma. Si je me soumets à mon schéma, donc si je reproduis un schéma que je connais, ou en tout cas que j'ai vécu dans l'enfance, ou que j'ai vécu à travers mes parents, je me vante de mes réussites, je fais faire aux autres ce que je veux par la menace, par le chantage, par l'explosion de colère, comme un enfant gâté, hein, qui va faire des crises. Des crises de colère, hein, tout simplement. On ne veut pas m'écouter, on ne veut pas faire ce que je veux, je piétine, je fais des crises, j'explose de colère, comme un enfant gâté. Hein, ou alors on va punir, c'est-à-dire que si tu ne veux pas faire ce que je veux, très bien, si je t'avais promis de faire ça, on ne le fera pas. Voilà. Il y a de la punition. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas voulu répondre à nos besoins et que c'est quelque chose que ce schéma, en tout cas, et surtout s'il y a une personnalité narcissique, ne supporte pas. Hein. L'évitement, la fuite du schéma, on va éviter toutes les situations où on se sent inférieur, donc où on ne se sent pas supérieur. Forcément, si on a affaire à meilleur que nous, on va plutôt éviter ces situations. Parce qu'on n'aura pas le pouvoir, hein, ou on ne pourra pas exercer notre pouvoir. Si je fais l'inverse de mon schéma, c'est que je compense le schéma, je suis dans la compensation, là je vais porter une attention excessive aux besoins des autres. Je suis dans une empathie démesurée qui est totalement... qui est une empathie biaisée, hein, qui n'est pas une empathie authentique. Je fais des cadeaux, c'est-à-dire après avoir fait des crises de colère, peut-être je vais essayer de me faire pardonner avec des cadeaux, me montrer dans l'empathie. La coexistence, je vous en ai parlé un petit peu avec d'autres schémas, surtout si c'est une stratégie, donc l'abandon, l'imperfection, les manques affectifs, la méfiance. Le questionnaire, je vous laisse regarder, je vous laisse mettre en pause la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez avoir une note de 0 à 6. 0, cette affirmation ne me concerne pas du tout. 6, cette affirmation me concerne tout à fait. Et vous pouvez évaluer l'affirmation de 0 à 6. Concernant la thérapie, on va bien évidemment déjà interpréter le classique de la thérapie, c'est-à-dire tout ce qui est pensée automatique, croyance, avec les schémas cognitifs, liés aussi au schéma forcément de Jung, avec des pensées, des croyances qui peuvent être « mais s'il voit que j'en impose, il va m'admirer, je fais ce que je veux, quand je veux, il doit être là pour moi au moment où j'en ai besoin, au moment où je le demande ». Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage. Quand il a décidé qu'il a besoin de quelqu'un, il faut être là pour lui. Et si vous n'êtes pas là pour lui, il décrète que vous êtes une mauvaise personne ou il fait une colère. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je paierai le parking pour 5 minutes. Si j'arrive avec 20 minutes de retard, elle doit quand même me recevoir. Voilà un petit peu le genre de pensée qu'on va retrouver chez ces personnes. Pour autant, je vous ai dit, ce sont des personnes qu'on retrouve très rarement en cabinet. Hein, parce qu'elles n'ont pas conscience. Elles font souffrir énormément les autres, mais elles n'ont pas conscience de tout ça. Hein. En fait, pour elles, tout va bien. D'accord? Et puis, elles ne souffrent pas, hein, il n'y a pas de souffrance. Elles font souffrir énormément les autres, mais elles n'en souffrent pas forcément. Alors, bien sûr, il y a d'autres schémas qui sont associés et qui peuvent faire souffrir, mais en tout cas, c'est très facile pour quelqu'un qui a un schéma de grandeur ou de droit exagéré d'avoir ce qu'il veut. Hein, et justement, c'est là où en thérapie, c'est compliqué de faire changer les gens. Et d'ailleurs, ces gens ne veulent pas changer. D'abord, ils se disent qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ne veulent pas changer parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir ce schéma. On a ce qu'on veut, quand on veut, mais en terrorisant les autres et par le pouvoir, bien évidemment. Donc, ce qui entraîne en termes d'inconvénients, et c'est tout ce qu'on va forcément analyser dans les comportements, des relations sociales dégradées, des problèmes sur la santé, parce que quand on fait des colères, forcément, en tout cas, il y a une instabilité émotionnelle. Voilà, il y a beaucoup aussi d'inconvénients à avoir ces comportements. Donc, c'est aussi ce qu'on va analyser. On va apprendre à cette personne à développer son empathie en comprenant les besoins de l'autre
Les limites fixées par l'autre ou par la société, notamment tout ce qui est règles sociales. On va favoriser la réciprocité, se fixer des limites, apprendre à identifier et freiner ses impulsions, le besoin immédiat. J'ai besoin de ça maintenant, donc il faut que tout le monde soit à mon service. Alors, il faut accepter la frustration et différer un peu voilà, le besoin immédiat. Discuter la position dominante du sujet par rapport au thérapeute. Effectivement, quand en fait on les retrouve finalement en cabinet, ces personnes, c'est parce qu'elles ont été mises au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a un conjoint qui à un moment donné en a marre, qui lui dit écoute là je me casse. Et là en fait ils se rendent compte qu'ils vont peut-être perdre quelque chose ou quelqu'un surtout, mais aussi peut-être leur maison, leur pouvoir. Et là on les retrouve en cabinet et forcément le jeu, il y a toujours un jeu avec le thérapeute dans tous les cas, avec tous les schémas. Le thérapeute est le premier exposé au schéma, dans n'importe quel schéma d'ailleurs. S'il y a un schéma d'abandon, le thérapeute va devoir faire attention à ce que la personne ne se sente pas abandonnée. Et pareil avec le manque affectif, pareil avec l'imperfection, il va falloir valoriser la personne. Le rôle du thérapeute est très important. Ici, le thérapeute va devoir, à un moment donné, recadrer la personne, en tout cas quand elle exagère, puisque le sujet va forcément essayer de demander des faveurs, chercher à imposer des demandes. Il faut confronter le sujet, d'accord ? Si tout va bien, pourquoi vous venez me voir ? Vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard, effectivement il y a des règles, qu'est-ce que vous en pensez ? Confronter sur la maximisation des qualités et la minimisation des défauts de la personne. Le rôle du thérapeute est ici décisif pour confronter avec empathie, toujours bien évidemment. On va toujours travailler sur le lien entre les émotions, les pensées, les besoins colères, les impulsions pour apposer à l'autre ou bien soumettre l'autre à travers la colère. L'autre n'a pas voulu, eh bien je fais une crise de colère. Et là on a vraiment, vous les reconnaissez très très bien, et moi j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui a ce schéma-là. C'est un enfant, voilà, c'est un enfant qui piétine, qui fait une crise de colère. Ah, t'as pas voulu faire ça ? Eh bien c'est tant pis, on fera plus ça. Voilà, c'est un peu ça, c'est je te punis. En tout cas, j'exprime des crises de colère. On identifie les 3 comportements, j'en ai parlé tout à l'heure. On va analyser les coûts de chaque comportement, mais aussi les bénéfices, forcément, les intentions positives cachées. Qu'est-ce qu'on cherche à nourrir à travers ces comportements ou à soulager à travers ces comportements ? Et on va essayer de trouver des comportements plus appropriés. On travaille bien évidemment l'affirmation de soi, comme toujours, la communication non violente, pour apprendre à exprimer ses besoins avec empathie, altruisme et pas dans la domination ou la menace. Apprendre à valoriser l'autre, apprendre à exprimer sa colère sainement, apprendre aussi à ce que l'autre puisse dire non et imposer des limites sans que quelque part on ait derrière à l'agresser. Et en termes de reparentage, c'est plus compliqué. On peut effectivement aller peut-être poser, en tout cas demander à l'adulte sain du sujet d'aller retourner en imagerie sur un souvenir d'enfance. Que ferait l'adulte sain avec l'enfant ? Donc si l'enfant n'a pas eu de règles, n'a pas eu de repères, enfin surtout de règles, de limites, que ferait l'adulte pour reparenter aussi en imagerie et faire une catharsis émotionnelle, ce qui est quand même moins facile, en tout cas moi je le sens beaucoup moins, je le fais pas souvent forcément, puis comme j'ai pas beaucoup de personnes comme ça en cabinet, c'est compliqué pour moi de faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous, méfiez-vous de ce schéma qui peut forcément derrière cacher des blessures, d'autres blessures, d'autres schémas. Ne croyez pas à tort que ce sont forcément tout de suite des pervers narcissiques. Que ce soit une personnalité narcissique, peut-être. Un pervers narcissique, c'est déjà bien différent, d'accord ? Parce que les pervers narcissiques, c'est un terme qu'on retrouve, qui est très à la mode, qu'on retrouve systématiquement en cabinet, alors qu'il ne représente qu'un 2% de la population. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.